Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier numéro d'Edumac, votre nouvelle émission exclusivement axée sur l'éducation et la formation au Sénégal, à la fois informative et pédagogique. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui au lycée des Parcelles Assainies. Vous nous suivez depuis des horizons différents à travers votre chaîne Communique Action. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un éminent professeur de ce lycée. Il s'agit de M. Badara Ndiaye, professeur de philosophie. Bonjour M. Ndiaye. Bonjour Mamadou. Nous allons dérouler notre entretien suivant deux thématiques. Pour la première, nous allons parler du défaut de qualité dans l'enseignement secondaire au Sénégal. Puis nous allons basculer dans la seconde, qui est très importante. Il s'agit de l'épreuve anticipée de philosophie au bac, qui va constituer notre volet pédagogique. Nous sommes à l'approche des anticipés. Une façon donc de profiter de votre présence pour étaler les préoccupations de ces candidats qui nous suivent depuis des horizons différents. Monsieur Ndiaye, on parle de défauts de qualité au Sénégal, défauts de qualité dans l'enseignement secondaire. D'aucuns pensent que l'enseignement secondaire de nos jours est dépourvu de qualité par rapport à celui d'il y a 40 ans. Êtes-vous de cet avis? Si oui, est-ce le système qui n'est plus pérenne ou bien il y a une démotivation des parties prenantes? Merci Mamadou. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour cet honneur qui m'a été fait pour ce premier numéro. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais essayer de répondre à vos différentes questions. Par rapport à cette première question relative à la baisse de qualité, sans disposer d'un outil de mesure fiable, de statistiques qui permettent vraiment d'attester cette baisse de qualité, je crois pouvoir dire quand même que l'enseignement secondaire n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans, 30 ans. Et je crois que cette baisse de qualité, comme vous dites, ne peut être comprise qu'en replaçant l'enseignement secondaire dans un cycle beaucoup plus global qui part du primaire à l'université. Et je crois que les facteurs qui expliqueraient cette baisse sont multiples. Et je crois que le premier facteur, c'est relatif à nous. Je pense que l'enseignement est de moins en moins une vocation. Ça, c'est une certitude. Il y a un deuxième facteur qui me paraît important, c'est que l'élève, je dis que l'école ne fait plus rêver les élèves. Moi, je me dis qu'il y a plus ce rêve qu'on retrouvait dans l'école. Et je crois que ça, c'est un facteur, n'est-ce pas, qui pourrait expliquer un tout petit peu cette baisse de qualité. Il y a d'autres facteurs. Je pense aux multiples réformes de l'enseignement, depuis l'enseignement primaire. Je pense au système à double flux, jusqu'à la suppression de ce qu'on appelle le principe de redoublement au primaire, ce qui fait qu'il n'y a pas de redoublement. Et d'une certaine manière, si nos enfants au primaire ne sont pas bien formés, les jeunes qui nous viennent de ce primaire et qui sont dans le moyen et le secondaire vont traîner les mêmes lacunes. Et ce qui fait que cette baisse de qualité, elle est là. Je crois qu'il faut la constater, malheureusement. Effectivement. Vous êtes dans ce milieu, vous avez votre mot donc à dire. Depuis des années, les mouvements de grève des syndicats d'enseignants, il y a des mouvements de grève des syndicats d'enseignants. Et cela perturbe énormément, n'est-ce pas, le cycle scolaire. Cela perturbe les études. Alors, enseignants comme État, ils se renvoient les accusations. Quelle est votre appréciation? C'est une situation assez inquiétante, assez alarmante. Depuis quelques années, excepté peut-être cette année, je touche du bois, les années se suivent et se ressemblent, avec chaque fois des grèves cycliques. Et comme je dis, c'est une situation assez inquiétante, mais il faut savoir quand même que l'enseignant, son rôle est d'enseigner et d'être dans les classes. Et c'est à contre que, je le dis quand même, que l'enseignant déserte les classes avec les élèves. Mais il faut savoir que c'est le droit d'un enseignant d'être syndiqué. Et la vocation d'un syndicat est de défendre les intérêts moraux, n'est-ce pas, et matériels de ses membres. Et je pense que le droit de grève, c'est un droit pour l'enseignant, mais c'est un droit dont il ne faut pas abuser. Parce que tout simplement, tout abus est nuisible.
Et je rappelle dans ce sens que récemment on a assisté à une élection de représentativité des syndicats. Donc ce qui est déjà un pas pour un peu pallier ces problèmes. En tant qu'acteur, est-ce que vous avez envisagé des solutions par rapport à ça? Disons, moi je pense que, à mon humble avis, il n'y a qu'une seule solution. Et elle est très simple. Je crois que la solution, c'est qu'il faut que les enseignants que nous sommes, n'est-ce pas, que nous soyons raisonnables dans nos revendications. Qu'on demande ce qui est raisonnable. Est-ce une manière de dire que vous ne faites pas partie de ceux qui font la grève? Ah non, si. Moi, je fais la grève comme tout le monde. Je suis syndiqué, mais je suis avant tout un enseignant. C'est mon droit d'aller en grève, mais comme je disais, il faut que nos revendications soient des revendications légitimes. Comme par exemple le fait de demander un traitement équitable, n'est-ce pas, des fonctionnaires. Je crois qu'il n'y a pas plus légitime que de demander que les fonctionnaires soient traités de manière équitable. Je crois que ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, je crois que de la solution, c'est qu'il faut que l'État aussi soit plus juste dans le traitement de ses fonctionnaires. Et que, surtout, que l'État respecte ses engagements. Je pense que la paix ne régnera qu'à ce prix. Donc, nous allons parler de l'épreuve philosophique du bac. Cela fait des années maintenant, vous êtes tout le temps sollicité à l'approche des anticipés de philo, pour faire des synthèses de philosophie. Moi-même, j'en suis témoin. Et c'est le moment de profiter donc de votre présence pour, en tout cas, ces élèves qui nous suivent depuis des horizons différents, n'est-ce pas, exposer leurs problèmes. D'après votre expérience, comment un élève de terminale doit préparer l'épreuve philosophique du bac? Je pense avec sérénité. On est à quelques semaines de l'anticipé de philosophie. Je crois qu'on est en train de terminer un peu le programme. Et je pense qu'un élève qui fait l'essentiel du programme devrait être serein. Parce qu'il va se retrouver face à 3 sujets. Et les 3 sujets, généralement, portent sur 3 des 4 domaines du programme de philosophie. Et comme moi j'ai l'habitude de le dire, c'est valable pour l'anticipé que pour le bac. Je pense que l'anticipé comme le bac se prépare dès la rentrée. Un examen se prépare dès la rentrée. Et les élèves devraient être capables de maîtriser ce qu'on appelle les compétences requises, les capacités qu'il faut, aussi bien en matière de dissertation qu'en matière de commentaire. Effectivement. Vous avez parlé tout de suite de programme. Oui. Très souvent, on reçoit des feedbacks de ce genre. Les élèves ne savent pas exactement où se situer, surtout les élèves de S. Très souvent, ils posent la question de savoir qu'est-ce qu'ils doivent apprendre, le premier chapitre, le second. Donc c'est le moment un peu de sillonner le programme. Là, je dirais que le programme de philosophie au Sénégal, aussi bien en L comme en S, se subdivise en 4 domaines. Le premier domaine, c'est la réflexion philosophique. Le deuxième domaine, c'est la vie sociale. Troisième domaine, intitulé l'épistémologie. Et le quatrième domaine porte sur l'esthétique. Donc, c'est 4 domaines, aussi bien en L comme en S. Excepté quelques chapitres, j'ose même dire qu'à peu près, les élèves de S et de L ont le même programme. Mais le problème qui se pose, c'est qu'en L, vous avez 8 heures par semaine, alors qu'en S, ils n'ont que 3 heures par semaine. Et si on ne peut pas terminer très souvent le programme de L, le programme de S, il serait vraiment impassable de pouvoir le terminer, malheureusement. Mais il faut savoir qu'il y a une erreur qui est souvent commise. Les élèves de S pensent que il suffit simplement d'apprendre le domaine sur la science, l'épistémologie, pour affronter le bac. Je crois que ça c'est une erreur. C'est tout un programme en 4 domaines. Je crois qu'il faut quand même essayer de saisir l'essentiel du programme et ne pas se dire qu'on est des élèves de série S et puis on nous donne un sujet sur la science. C'est vrai qu'ils peuvent avoir un sujet sur la science, mais ils vont avoir des sujets qui peuvent porter sur les autres domaines. Et je pense que pour ce qui est maintenant de la science, du domaine de l'épistémologie, c'est une partie qui s'articule autour de 3 axes. L'émergence de la pensée scientifique. Il faut que les élèves de série S puissent voir un peu, saisir comment la science a émergé.
Parce que la science n'a pas toujours existé. Je crois que bien avant la science, l'homme s'est essayé à d'autres tentatives d'explication et de transformation du monde. Je pense au mythe, je pense à la magie, je pense à la religion. Et donc, il faut que les élèves puissent voir comment la science, à un moment donné, a pu émerger. Et quelles sont les raisons qui expliquent un peu cette émergence de la science. C'est important. Ensuite, l'autre axe, c'est autour des différents types de sciences. Parce qu'il faut savoir que les sciences se regroupent en 3 groupes. Il y a ce qu'on appelle les sciences logico-formelles, les mathématiques, la logique. Il y a ce qu'on appelle les sciences expérimentales, hein, les sciences de la nature. Je pense à la physique, à la chimie, à la biologie. Et le 3e groupe, c'est ce qu'on appelle les sciences humaines. Et donc, il faudrait que les élèves de série S, de même que pour les élèves de série L, qui engendrent la philosophie d'ailleurs. Oui, quelque part. Il faut que les élèves donc puissent voir un tout petit peu les différents éléments de ces domaines-là. C'est-à-dire en matière de, par exemple, si on prend les sciences logico-formelles, mathématiques, logiques, il faut que les élèves puissent voir un peu c'est quoi la vérité formelle, c'est quoi la méthode des sciences formelles, etc., etc. Donc, c'est un ensemble d'éléments que les élèves de série S devraient quand même maîtriser. Et enfin, l'autre point autour duquel s'articule, n'est-ce pas, cette partie sur l'épistémologie, c'est un tout petit peu les rapports entre science et technique. C'est important. Et je crois que, de manière générale, voilà un peu les différents axes autour desquels tourne, n'est-ce pas, cette partie sur l'épistémologie. Que nous allons approfondir un peu, parce qu'il y a des questions phares d'ailleurs sur le contenu de ce programme-là, qui reviennent tout le temps, des questions qui reviennent tout le temps. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les fondements de la philosophie et ce qui fait en réalité sa spécificité? Très bien. En fait, la philosophie, disons la réflexion philosophique, c'est le premier domaine du programme de la philosophie. C'est un domaine essentiel. Et là, je dirais que la philosophie se veut une discipline assez singulière, assez spécifique. Parce que si les philosophes ne sont pas d'accord sur ce qu'est la philosophie, je peux dire que tout le monde s'accorde autour de ce qu'elle n'est pas. Et avec quoi, pourtant, elle est en rapport, en concurrence et même parfois en conflit, à savoir la science, la religion, la technique et l'art. Je dis d'abord que la philosophie se distingue de la religion comme l'œuvre de la raison se distingue des œuvres de la foi. La philosophie s'appuie sur la raison. Et je peux dire que c'est l'arme du philosophe, la raison. Alors que la religion, elle, repose sur ce qu'on appelle la foi. Cela ne veut pas dire que foi et raison ne peuvent pas être conciliés. C'est tout un débat. L'autre rapport, c'est que la philosophie se distingue de la science comme la question du pourquoi se distingue de la question du comment. Tout le monde sait que la question du comment, c'est la question, n'est-ce pas, de la science. La science cherche à expliquer comment les faits se passent, à chercher des lois, n'est-ce pas, derrière les phénomènes. Alors que la question du pourquoi, qui porte sur les principes, sur les causes ultimes, est une question éminemment philosophique, une question à la limite métaphysique. Et donc, quelque part, même si, tout le monde le sait, la philosophie est la mère de la science, n'est-ce pas, malgré l'avènement de la science, aujourd'hui, les progrès considérables liés à la science, tout le monde sait que la science ne répond pas à toutes les questions que nous nous posons. Donc, il y a une différence entre la philosophie et la science. De même, la philosophie se distingue de la technique comme la question des fins se distingue de la question des moyens. C'est à la technique de donner à l'homme les moyens pour transformer le monde. C'est à la technique de donner à l'homme le pouvoir qu'il faut pour transformer le monde. Mais il faut s'interroger sur les fins. À quelles fins? Quelles sont les fins que l'homme doit viser? Quelles sont les finalités? Et cette réflexion est une réflexion philosophique. Et enfin, la philosophie se distingue de l'art comme le souci de démontrer, le souci de comprendre se distingue de cette capacité à montrer, de cette capacité à sentir qu'on retrouve dans le domaine de l'art. Donc voilà un tout petit peu ce qui distingue la philosophie un tout petit peu de la science
ce qui distingue la philosophie de la religion, ce qui distingue la philosophie de la technique et ce qui distingue la philosophie de l'art. Mais si je reviens à la philosophie, je dirais tout simplement que la philosophie, c'est une façon de penser. Une façon de penser qui a vu le jour, on dit que vers le 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ, sur l'origine de la philosophie, c'est un débat, mais l'hypothèse la plus répandue, c'est l'origine grecque de la philosophie. Donc si la philosophie est une façon de penser, il faut quand même dire que toute pensée n'est pas forcément philosophique. C'est important. La philosophie se veut une pensée qui est d'abord rationnelle. Ensuite, une pensée qui est critique. Une pensée qui est personnelle. Et quelque part, une pensée aussi qui est libre. Dire que la philosophie est une pensée qui est rationnelle, c'est dire que la philosophie repose sur la raison. La raison est cette capacité de penser de façon rigoureuse. C'est cette capacité de manipuler des concepts. La raison est cette capacité, quelque part, de mettre en place des hypothèses. La raison est cette capacité de réfléchir. Donc, tout le monde le sait. Descartes l'avait dit dès le début du discours de la méthode. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Donc, l'arme du philosophe, c'est la raison. Et donc, la philosophie se veut une pensée rationnelle. Et c'est parce que la philosophie s'appuie sur la raison qu'elle va se mettre contre le mythe. Tu sais que le mythe repose un tout petit peu sur l'imagination. C'est parce que la philosophie, quelque part aussi, s'appuie sur la raison qu'elle va s'opposer à la religion. Religion qui s'appuie sur la foi. C'est ce qui explique d'ailleurs les rapports un tout petit peu conflictuels entre la philosophie et la religion. Si la philosophie se veut une pensée rationnelle, c'est aussi une pensée critique. C'est important, l'aspect critique de la philosophie. C'est quoi critique? L'adjectif critique qualifie un esprit, mais un esprit qui n'adhère jamais avant examen. Un esprit critique est un esprit qui doute, un esprit qui examine. Et c'est ça l'esprit du philosophe. Il est incrédule donc. Il est incrédule, disons, d'une certaine manière. Il est incrédule parce que tout simplement, le philosophe ne veut jamais croire, ne veut jamais adhérer avant examen. Il est différent de l'homme du sens commun qui adhère avant examen. Et ce qui fait que la philosophie repose sur cette critique. Mais sans critique, il n'y a pas de philosophie. Et ce qui distingue aussi le philosophe de l'homme du sens commun. Et une façon de dire tout simplement que la philosophie, elle est critique parce que tout simplement, elle n'adhère jamais avant examen, elle réfléchit, elle remet en question parce que tout simplement, on ne veut pas confondre vérité et ce qui n'est pas vérité. Si le philosophe est à la quête de la vérité, mais il faut qu'il y ait un esprit critique. Donc c'est important l'aspect critique de la philosophie. Si la philosophie elle est rationnelle, elle est critique, mais elle est aussi personnelle. C'est Kant qui disait, on n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher. Dire qu'on n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher, c'est quelque part dire qu'il est préférable d'apprendre à penser plutôt que d'apprendre des pensées. Est-ce qu'on peut comprendre par là donc la nécessité d'une méthode? D'une méthode, oui, de certaine manière. Et comment apprendre à penser? Moi je dirais, on apprend à penser par l'exercice et par l'usage que l'on fait soi-même de sa propre raison. Effectivement. Parce que, dit-on, le philosophe est celui qui sait faire usage de sa raison. Et cette raison, nous l'avons tous. Et d'ailleurs, même Descartes a intitulé un de ses livres « Discours de la méthode ». Discours de la méthode. Bien conduire sa raison, n'est-ce pas, et rechercher la vérité dans les sciences. Dans les sciences. Oui. Mais là, il faut simplement préciser que, en fait, ce discours de la méthode, c'est la méthode de Descartes. Cela veut dire que d'ailleurs, en philosophie, il n'y a pas une méthode partagée par tout le monde. Et on peut dire que chaque philosophe a sa méthode. Si Descartes a écrit le discours de la méthode, tout le monde sait que la méthode de Socrate, c'est la maïeutique. Mais l'essentiel, c'est de savoir faire usage de sa raison. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est par l'exercice et par l'usage de la raison que l'on apprend à penser, à être maître de sa pensée. C'est important. Tandis que le sens commun se contente des idées des autres, le philosophe, lui, ne croit qu'à ses idées. Il essaie d'être maître de sa pensée. C'est important d'être maître de sa pensée. Voilà pourquoi la philosophie se veut une réflexion libre.
Parce que le philosophe est quelqu'un qui essaie d'être maître de sa pensée. Et vous savez, pour être maître de sa pensée, il faut commencer, comme on le dit, par délivrer l'esprit de toutes ces chaînes. Des chaînes telles que les opinions, telles que les convictions, telles que les certitudes, telles que les croyances, etc. etc. Est-ce l'objet donc du mythe de la caverne? Du mythe de la caverne, quelque part, oui. Parce qu'à travers le mythe de la caverne, Platon nous montre comment, n'est-ce pas, à force d'efforts, on arrive à s'éloigner quelque part des ombres, à s'éloigner des apparences, à s'éloigner des illusions pour accéder à la réalité, pour accéder à la vérité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que chez Platon, il y a deux mondes, le monde sensible et le monde intelligible. C'est Platon qui disait que philosopher, c'est apprendre à mourir. Parce qu'il fallait mourir par le corps pour permettre à notre âme de s'élever du monde sensible vers le monde intelligible. Et donc, pour résumer, disons que la philosophie se veut une pensée rationnelle, se veut une pensée critique, la philosophie se veut une pensée personnelle, et enfin la philosophie se veut une pensée libre. Monsieur Diaye, l'homme dans la société, se retrouver ou se perdre? C'est une grande question qui nous introduit quelque part dans le deuxième domaine du programme de philosophie, à savoir la vie sociale. Mais il est important de savoir que dans la vie sociale, il y a un objectif général, c'est d'amener les élèves à se connaître, à connaître leur environnement social, à connaître ses cadres, ses fondements. Et sur cette base sera assise la capacité de porter un jugement sur l'ensemble des problèmes qui agitent la vie sociale. Et il y a une problématique générale du domaine de la vie sociale. C'est qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qui le spécifie en tant qu'être et en tant qu'individu? Et par rapport à votre question, un constat s'impose. C'est que l'homme vit en société. Nous vivons en société. Alors, pour quelle raison? L'homme peut-il vivre en dehors de la société? Il semble que non. Pour la bonne et simple raison que l'homme serait incapable de vivre seul. C'est parce que l'homme est incapable de vivre seul que la société est une nécessité pour l'espèce humaine. Ça, depuis l'Antiquité. C'est Aristote qui disait que l'homme est un animal politique. Dire que l'homme est un animal politique, c'est dire que l'homme est fait pour vivre en société. Dire que l'homme est un animal politique, c'est dire que la société est la finalité naturelle de l'homme. Et c'est l'illustration qu'on donne souvent pour montrer que l'homme est un être social. L'illustration que nous donnons souvent en classe, c'est l'exemple des enfants sauvages. Cet exemple des enfants sauvages montre que si un enfant à bas âge se développe en dehors de la société, il ne peut acquérir les qualités humaines. Il reste quelque part au niveau de l'animal. Cela veut dire tout simplement que l'homme ne peut se réaliser, s'accomplir qu'au sein d'une société. L'homme ne peut s'humaniser qu'à travers un environnement socio-culturel. Il n'y a pas d'homme en dehors de la société. Et une façon de dire que donc l'homme est fait pour vivre en société. Disons qu'on ne naît pas homme, on le devient. Et je peux même affirmer que l'homme doit son humanité aux autres hommes. Parce que tout simplement, l'homme est incapable de s'humaniser lui-même. Il a besoin des autres. Et donc, le rapport avec l'autre est un rapport qui est nécessaire. L'homme ne peut se passer des autres. L'homme ne peut se passer de cet environnement socio-culturel qui fait de nous des humains. Ce qui veut dire donc que les autres sont la condition de son achèvement. Mais quelque part, l'homme ne peut pas s'humaniser sans les autres. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que mon rapport avec l'autre est un rapport qui est nécessaire. L'homme a besoin des autres, l'homme a besoin de la société, l'homme a besoin de ses semblables. Je crois que c'est ce que dit d'ailleurs Karl Marx quand il disait, c'est une citation que j'aime réciter en classe, que l'essence humaine n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé. Dans sa réalité, il est l'ensemble des rapports sociaux. Une façon de dire tout simplement que ce qui fait de l'individu un homme, mais ce n'est pas l'individu lui-même. Ce qui fait de l'individu un homme,
Mais c'est la pensée, l'homme est un être qui pense. C'est le langage, l'homme est un être qui parle. C'est le savoir, c'est aussi le savoir-faire. Toute chose que l'homme acquiert, non de lui-même, mais des autres. Donc, quelque part, l'homme dans la société s'appelle pour se trouver. Je dirais d'abord que l'homme est fait pour vivre en société. Mais un problème se pose. Si la société est une nécessité pour l'homme, elle n'en demeure pas moins qu'elle reste quand même plus ou moins contraignante pour les individus que nous sommes. C'est Schopenhauer qui disait que toute société a pour compagnie inséparable la contrainte. Il réclame des sacrifices qui coûtent d'autant plus cher que la propre individualité est plus marquante. C'est dire donc que si mon rapport avec l'autre est un rapport qui est nécessaire, mais ce même rapport est essentiellement conflictuel. Je vous renvoie à ce que disait Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est les autres. Pour montrer que les rapports interindividuels ne sont pas des rapports qui sont des rapports spontanément pacifiques. Mais que ces rapports interindividuels, c'est des rapports conflictuels. Ce qui fait que la société exige de nous beaucoup de sacrifices, que la société nous impose des contraintes. Quelque part, la société peut même être liberticide pour nous. Une façon de dire que si la société est une nécessité pour l'homme, elle est quelque part aussi une contrainte pour les individus. Les individus. Donc c'est une façon de dire qu'il faut nécessairement restreindre quelques libertés ou les libertés individuelles au profit de la liberté collective. Mais forcément, vous savez, on a l'habitude de dire que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est vrai que sur cette question de la liberté, la conception commune de la liberté, de la liberté, notre conception commune, c'est de définir la liberté comme une absence de contrainte. Qu'être libre, c'est faire ce que l'on veut. Qu'être libre, c'est satisfaire ses désirs. Comme beaucoup. Oui, c'est une conception commune. Mais vous savez que cette conception, elle n'est pas tenable. Si je dis, l'homme serait-il libre s'il n'était pas soumis? Oui, diront certains. Parce que dans la soumission, on pense que nous sommes dans l'esclavage. Mais vous savez, la loi à laquelle nous obéissons n'est pas toujours contraire à la liberté. D'ailleurs, peut-on parler de liberté sans loi? Ne peut-on pas concilier liberté et loi? Je vous renvoie au contrat social de Jean-Jacques Rousseau, où Rousseau essaye de concilier l'obéissance à la loi et liberté. Et obéir à la loi sans pour autant être libre, pour Rousseau, la seule condition, c'est de faire de telle sorte que les lois auxquelles nous obéissons soient des lois qui émanent de nous. Si c'est le peuple qui vote la loi, si le même peuple décide d'obéir à cette loi, mais ce peuple-là n'obéit qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. C'est dire d'une certaine manière qu'en réalité, on ne peut pas parler de liberté sans loi, parce que la loi devient la garantie, la condition même de la liberté humaine. Effectivement. Professeur, l'art se résume-t-il à l'expression de la beauté ou bien peut transcender celle-ci? Vous savez, cette question ne se pose que dans le contexte de l'art moderne. L'art moderne qui se prend lui-même comme objet de réflexion et qui s'interroge sur des questions comme celle-ci, c'est-à-dire le fait de savoir est-ce que c'est le beau qui fonde l'art ou bien est-ce que l'art peut viser autre chose que la beauté? Il faut savoir que pendant longtemps, cette question ne s'est pas posée. Parce que pour les classiques, la beauté a été la seule finalité de l'art. Pour les classiques, l'œuvre d'art était l'œuvre qui, sortie des mains et de l'esprit des hommes, pouvait rivaliser en beauté avec la création divine. Léonard de Vinci, ce peintre célèbre, disait que l'œil reçoit de la beauté peinte le même plaisir qu'il reçoit de la beauté réelle. Donc il fallait essayer de représenter la nature de la manière la plus fidèle possible. C'est un peu le terme de l'art comme mimésis, l'art comme imitation, l'art qui ne vise que le beau. Et dans cette perspective, on pouvait s'adresser à une œuvre d'art en lui disant « sois belle et tais-toi ». Et je dis souvent à mes élèves de terminale que le domaine de l'esthétique, c'est le domaine où vraiment vous avez beaucoup plus d'arguments. Parce que tout ce que vous avez fait en littérature peut vous servir. Je renvoie aux Parnassiens, Théophile Gautier qui disait que il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid, pour montrer tout simplement que pendant longtemps,
la beauté a été la seule finalité de l'art. Et André Lalande définit l'art comme toute production de la beauté par les œuvres d'un être conscient. Mais il faut dire que cette définition de Lalande, de l'art comme production du beau, ne s'applique qu'à l'art classique, où il s'agissait de viser un idéal de beauté. Cette définition de l'art n'intègre pas en particulier les formes les plus modernes et contemporaines de l'art, où la beauté certes existe, mais à côté de la beauté, à travers l'horreur, à travers le comique, à travers le risible, l'artiste cherche à s'exprimer à travers ses œuvres. Et je peux dire aujourd'hui que l'artiste contemporain ne viserait plus la beauté. Je veux dire que l'artiste contemporain ne chercherait plus à créer des œuvres belles, mais plutôt des œuvres expressives. C'est Victor Hugo qui disait que l'art pour l'art, parce que c'était la devise des Parnassiens, l'art pour l'art, l'art qui ne doit être qu'au service de l'art. Et Victor Hugo disait, à propos de cette conception de l'art pour l'art peut être beau, mais l'art pour le progrès est plus beau encore, pour dire tout simplement que l'art peut avoir des fonctions, que l'art peut servir. Et d'ailleurs, si nous prenons l'art nègre, Senghor disait que l'art africain est un art fonctionnel. Parce que l'œuvre d'art en Afrique est un instrument en vue d'une fin. Ce qui fait qu'on peut revenir sur les multiples fonctions de l'art africain. Fonction sociale, fonction contestataire, fonction pédagogique, fonction commémorative, fonction, etc., etc. Pour dire tout simplement, tout dépend de la conception qu'on se fait de l'art. D'accord, c'est très important. Et je pense que d'ailleurs, c'est au même titre que la littérature, qui d'ailleurs, on dit souvent qu'une œuvre littéraire doit être engagée, n'est-ce pas, prend les préoccupations des peuples qui l'ont vu naître. Et donc on peut mettre là dans ce même le thème de l'engagement. D'accord. Donc, M. Diaye, peut-on et doit-on remettre en question la science en ses résultats, sa démarche et ses objectifs? Il y a l'émergence de la pensée scientifique. Il y a les différents types de sciences. Et enfin, il y a le rapport entre la technique et la science. Et pour chaque domaine, il faut que les élèves essayent de saisir l'essentiel. C'est-à-dire, quand on parle de science, les élèves devraient être en mesure de saisir et d'expliciter les normes de la science, les démarches de la science, les rapports entre la science et les autres modes de penser et d'agir, c'est-à-dire le rapport entre science et philosophie, le rapport entre science et religion. Et donc c'est important de pouvoir saisir ces différentes, ces différents éléments, n'est-ce pas, dans chaque domaine. Et j'ai l'habitude de dire que en matière d'épistémologie, comme pour les autres domaines, les élèves pensent qu'en réalité au bac, on leur pose une question, ils répondent simplement à la question. En philosophie, tel n'est pas le cas. Je dis toujours qu'en philosophie, on vous pose une question. Vous devez vous dire que cette question pose un problème. Et la principale difficulté de cet exercice de la dissertation, c'est d'identifier le problème qui est posé. Surtout. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'en philosophie, en tout cas en dissertation, on ne répond pas simplement à une question. D'ailleurs, vous m'avez un peu marché sur la langue, parce que j'ai reçu pas mal de questions par rapport à cela. C'est le principal problème des élèves d'ailleurs. Les élèves ne savent pas poser un problème à un sujet de philosophie. C'est important, c'est important. Et je vous dis, c'est essentiel. Vous savez, on ne peut pas faire une dissertation de philosophie sans poser un problème. Et comme je vous l'ai dit, il est important pour chaque domaine, n'est-ce pas, de voir les problèmes qui se posent. Parce qu'il y a un programme que nous enseignons. Quand je parle du domaine de l'épistémologie, je vous l'ai dit tout à l'heure, les élèves devraient être en mesure d'identifier les normes de la science. C'est quoi une connaissance scientifique? Qu'est-ce qui distingue la connaissance scientifique des autres types de connaissances? Qu'est-ce qui distingue la vérité scientifique des autres types de vérités, etc., etc. Donc il y a des problèmes qui se posent. Je pense par exemple aux enjeux éthiques liés à la technoscience, c'est-à-dire l'aspect moral de la technoscience, pouvoir réfléchir sur le rapport entre la science et la morale.
Rabelais disait que science sans conscience n'est que l'huile de l'âme. Pour le domaine de l'esthétique, les élèves devraient être capables de réfléchir sur des problèmes tels que, prenons le problème de la création artistique. C'est un problème philosophique. Prenez le problème du rapport entre art et réalité. Est-ce que l'art nous rapproche de la réalité ou bien est-ce que l'art nous éloigne de la réalité? Il y a un autre problème dans le domaine de l'esthétique, c'est le problème du jugement esthétique. Parce que le jugement esthétique, c'est un jugement de valeur, c'est un jugement de goût. Et c'est un problème aussi essentiel. Je pense aussi au problème des fonctions de l'art. Donc il y a un ensemble de problèmes qui se posent dans ce domaine. Si je prends le domaine de la réflexion philosophique, mais il y a beaucoup de problèmes susceptibles d'être posés. Le problème de l'origine de la philosophie, la nature de la philosophie, le problème de l'utilité de la philosophie, le problème de l'actualité de la philosophie, autant de problèmes, n'est-ce pas, qui peuvent être posés à travers un sujet de philosophie. L'essentiel pour le candidat ou les candidates, c'est d'abord de bien choisir son sujet. C'est important, parce que les élèves sont trop pressés. Moi, je pense que le jour du bac, l'élève devrait être en mesure de prendre au moins 10 minutes pour choisir son sujet. Absolument. De lire tous les 3 sujets, de lire les dissertations, les 2 dissertations, de lire le commentaire et de faire le choix, de comparer les sujets et de ne se laisser guider que par 2 critères. C'est-à-dire, moi je dis souvent, quand on choisit un sujet, mais on le choisit selon des critères. Le premier critère de choix, c'est de choisir un sujet qu'on a compris. On ne choisit pas un sujet parce qu'on aime le thème qui est développé à travers le sujet. Il y a des élèves qui aiment tellement la liberté, mais qu'ils sont prêts à traiter n'importe quel sujet sur la liberté, même s'ils n'ont pas compris, parce que tout simplement, ils aiment la liberté. Ça, c'est une erreur. Donc, on choisit un sujet qu'on a compris, mais aussi, on choisit un sujet sur lequel on a beaucoup plus d'informations. Je crois que voilà les 2 critères qui devraient guider les élèves dans leur choix. Et au bout de 10 minutes, quand l'élève choisit son sujet, il oublie le reste. Il oublie les autres. Parce que je vois souvent des élèves qui me disent, à la sortie, que oui, moi j'avais pris tel sujet, mais au bout de 1h30, 2h, j'étais obligé de renoncer, de laisser ce sujet et de prendre un autre sujet. Et je dis, mais vous avez perdu beaucoup de temps. Mais c'est parce que tout simplement, vous n'avez pas fait le bon choix. Vous n'avez pas pris le temps nécessaire en amont pour choisir le sujet. Parce que quand on choisit un sujet au bac, il faut oublier les autres et se concentrer sur son sujet. Et souvent même, ils ont énormément de problèmes pour ça. C'est le même problème qui revient avec l'antithèse. Ils n'ont pas confiance en eux. Quand ils sortent de la salle, ils se posent la question, mais quelle est votre antithèse? C'est comme s'il n'y a qu'une seule antithèse qui vaille. Mais c'est terrible, là c'est terrible vraiment, parce que en fait, une dissertation philosophique, c'est pas quelque chose de mécanique. C'est pas quelque chose de mécanique. Vous savez, la dissertation se veut une réflexion. C'est un exercice de réflexion. C'est un exercice de problématisation. C'est un exercice d'argumentation personnelle où se trouve posé, examiné et éventuellement résolu un problème philosophique. Donc, pour un sujet, on peut avoir plusieurs antithèses. Donc, c'est à l'élève d'être le plus cohérent possible, mais aussi le plus pertinent au niveau des idées, tout simplement. Et ne pas penser qu'en fait, il s'agit simplement d'un découpage mécanique. Non, non, non. La philosophie, la dissertation philosophique, se veut une réflexion personnelle. Une réflexion personnelle. Monsieur Ndiaye, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un très grand plaisir. Peut-être votre dernier mot. Peut-être vous remercier encore une fois de cet honneur qui m'a été fait pour ce premier numéro. Donc j'espère que à l'approche du bac, notre entretien va servir à nos jeunes candidats. Donc nous vous donnons rendez-vous dans un mois sur Communication. Merci. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie